10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h44, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Patrick Mignola, qui est député de Savoie, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et vice-président du Modem. Bonjour Patrick Mignola. Bonjour Patrick Roger. Il existe un chemin pour éviter le reconfinement. C'est un discours volontairement optimiste, visiblement pour redonner le moral aux Français, c'est ça ? Oui, il faut qu'on garde le moral et puis il faut rien lâcher, parce que ça peut ne pas marcher. Il faut dire les choses comme elles sont. Auquel cas, on fera la même chose que les autres pays européens, c'est-à-dire qu'on confinera. Mais si on y arrive, on va montrer qu'il y a une intelligence collective, des solidarités qui fonctionnent dans ce pays. Et non seulement on évitera les affres du confinement et ses conséquences, mais en plus on montrera que la société est en train de se reconstruire. Oui, mais du coup il y a un bras de fer aussi avec les médecins, du conseil scientifique qui disent il faut reconfiner. Il y a de la part des médecins, et c'est normal, et il faut écouter la science dans cette crise sanitaire très profonde qu'on traverse. Il y a évidemment des alertes. Il y a un arbitrage permanent à faire. Vous savez, depuis le printemps dernier, tous les jours, on regarde les courbes, on regarde comment les choses évoluent. Hier, on avait plutôt des bonnes nouvelles parce qu'il y avait un petit peu moins de contamination, parce que c'est d'abord les Françaises et les Françaises, pas les politiques, qui luttent pied à pied contre l'épidémie. C'est tous les gestes barrières, c'est toute l'attention qu'on peut porter les uns aux autres. Dans cet arbitrage permanent, la situation est simple, c'est tant qu'on le pourra, on ne confinera pas. Oui. Vous êtes un défenseur de l'Europe, Patrick Mignola. Alors, c'est un fiasco sur la stratégie d'achat des vaccinations. Trop lent pour décrocher des contrats. Ursula von der Leyen l'a reconnu hier, elle a fait un mea culpa. Oui, finalement, on a gagné quelque chose dans cette crise. C'est une posture d'humilité de la part des politiques. Parce que on sait tellement peu de choses face à ce virus. On a des procédures qui n'ont pas été éprouvées, qui n'ont pas été testées, et donc on peut faire des erreurs. Alors elle a reconnu qu'elle aurait pu faire mieux. Moi j'aime bien regarder aussi le verre à moitié plein. Et si tous les pays européens étaient rentrés en guerre les uns contre les autres pour essayer de trouver des vaccins, non seulement on les aurait payés plus cher, mais je pense qu'on n'en aurait pas eu plus. Aujourd'hui on a commandé 600 millions de doses de vaccins. C'est-à-dire de quoi vacciner la totalité de la population européenne. Malheureusement, on a une industrie pharmaceutique mondiale qui ne peut pas, en un mois ou en 2 mois, fabriquer 12 milliards de doses. Et ça, je pense que les Françaises et les Français le comprennent, que tout le monde le comprend. Alors, il faut qu'on fasse encore mieux. Il faut qu'on soit capable d'accompagner l'industrie pharmaceutique. Il faut qu'on soit capable aussi de se dire humblement que puisque nous, on n'a pas su créer de vaccins tout de suite, on essaye d'en fabriquer aussi en France, aussi en Europe, et c'est tout l'enjeu de la relocalisation industrielle des années qui viennent. Oui, absolument. Crise sanitaire, crise économique aussi. Vous, l'élu savoyard, le plan pour sauver le secteur de la montagne est-il à la hauteur ? Certains disent il est de la montagne, mais il nous a lâchés en race campagne. Non, vous savez, c'est un plan qui est à la hauteur, c'est un traumatisme très lourd. Oui. Très lourd. Parce que l'économie de montagne, c'est en 4 mois, il faut que vous gagniez suffisamment votre vie pour pouvoir tenir les 8 autres. Donc psychologiquement notamment pour les petits acteurs, ceux qui sont en double actif ou en triple actif et qui ont le petit boulot à côté au moment de la saison de sport d'hiver, pour eux c'est des conditions extrêmement difficiles et c'est tout le travail d'ailleurs qu'on fait au quotidien aujourd'hui pour regarder, parce que quand vous avez le fonds de solidarité, ça fonctionne, pour les grosses structures, pour les grandes remontées mécaniques, pour les collectivités, là on a mis des sous, on va finir quand même à une aide qui va avoisiner le 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que le plan montagne, c'est le même plan de soutien à l'économie qu'on a conduit en France, en prenant en compte la spécificité de la montagne, donc il est plus élevé. Mais vous avez certains angles morts, c'est-à-dire que certains ne peuvent pas avoir le fonds de solidarité parce qu'ils avaient aussi un boulot par ailleurs. Donc c'est un boulot qu'on fait pied à pied dans chaque préfecture de département de montagne pour faire en sorte que personne ne reste au bord du chemin. Est-ce que les stations et les remontées mécaniques ont vraiment embauché les saisonniers pour les mettre au chômage partiel, puisque c'est ce qu'avait demandé Elisabeth Borne? On est en plein dedans là, non ? Oui, c'est ça. Selon les secteurs d'activité, on a entre 85 et 95% d'embauche. Donc les structures économiques ont joué le jeu, et moi je veux le saluer ici. C'est énorme, vous savez, pour des chefs d'entreprise, pour des communes, de se dire on va embaucher des personnes simplement pour conserver leurs compétences. On marche sur la tête. Quand on regarde un peu ça de l'extérieur, on marche sur la tête, mais totalement. Mais le génie qu'on peut avoir en montagne,
C'est-à-dire la capacité à vous accueillir. Et celle qu'on aura à vous accueillir l'année prochaine, on l'espère, ça passe aussi par des femmes et des hommes qui savent faire. Depuis le perchman jusqu'au chef de rang dans un restaurant. Et donc ceux-là, il faut bien qu'on leur dise, écoutez, restez avec nous quand même pour pouvoir continuer à faire vivre le tourisme. Est-ce que vous encouragez quand même les Français à se rendre à la montagne? Parce que les vacances, elles ont tout juste démarré. Là, il va y avoir le plein à partir de la semaine prochaine. Le plein de vacanciers potentiels, quoi. Vous les encouragez à aller dans les Alpes, comme dans les Pyrénées, comme dans le Jura? Mais la montagne reste belle. Dans la circonscription qui est la mienne, j'ai le plus grand plateau nordique. Où vous pouvez venir au grand air, faire de la raquette, faire de la rando, faire du mushing. Et donc bien sûr que ça reste ouvert. Les réservations reprennent ou pas? Est-ce que ça... Oui, ça a redémarré un petit peu, en sachant que de toute façon aujourd'hui on n'a pas la clientèle étrangère. Donc il y a moins de risques. Si on reste bien vigilants les uns avec les autres, vous savez, les stations de sport d'hiver dans un département comme la Savoie, dans les Alpes, mais c'est la même chose dans les Pyrénées, c'est de 20 à 70% de clientèle étrangère. Aujourd'hui, les frontières étant fermées, il n'y a pas les étrangers, donc vous pouvez venir en effet à la montagne. On vous y accueillera avec plaisir et vous avez peu de chances d'y choper le Covid. Oui, un mot sur le plan de relance. Quand est-ce qu'on va voir les effets? Est-ce qu'il est vraiment là aussi mis en œuvre ou alors il y a beaucoup de retard? En fait, franchement, c'est trop lent. Parce que les mesures de soutien fonctionnent bien. Pour le moment, les investissements, on a su dégager à peu près 10% du plan de relance, presque 10 milliards. Donc en soi, c'est une somme très conséquente. Mais ça finance surtout, pour le moment, les grandes politiques publiques. On va développer. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Mais qu'est-ce qui ne va pas alors dans le plan de relance? Il manque une enveloppe territorialisée. C'est-à-dire qu'il faut qu'un bout du plan de relance soit mis à la main des préfets de région, des préfets de département, pour que sur le terrain, ils puissent travailler avec les maires, ils puissent travailler avec toutes les entreprises, et qu'on puisse savoir dans le département de la Savoie, dans le département des Hautes-Pyrénées, que tiens, là on va disposer d'une enveloppe particulière de 100 millions, 120 millions, 130 millions pour aider au projet. Parce que évidemment que c'est important demain d'investir dans les petites lignes ferroviaires, d'apporter un grand soutien au secteur aéronautique, de veiller à ce que l'économie soit plus verte, parce qu'on va pouvoir financer des industries automobiles pour aller vers l'électrique. Fort bien. Mais si vous pouvez, en plus de ça, financer la rénovation thermique de l'école, ou que vous pouvez compléter l'investissement du stade, mais je croyais... ça montre sur le terrain qu'en plus, ça y est, ça démarre. Patrick Mignola, je croyais qu'il y avait eu des sous-préfets à la relance qui avaient été nommés, que Amélie de Montchalin avait déployé un grand plan. Alors ça ne marche pas, ça? Et je crois que c'est ce qu'il fallait faire, mais vous pouvez mettre des personnes qui sont très compétentes, qui sont très engagées. Mais si vous ne leur donnez pas une enveloppe, et qu'à chaque fois que des investissements de terrain remontent, on les fait remonter au ministère, et que là ça fait boîte noire, qu'on perd un peu de temps. Mais vous avez accès à Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui dites, il vous entend ou pas? Je crois qu'il a très bien entendu, et que enfin on voit sur le terrain effectivement les sous-préfets à la relance se déployer. Il faut simplement se dire une chose aujourd'hui, c'est que le plan de relance il peut être doublé. Depuis un an. Donc vous demandez une accélération là? Ben oui, parce que il y a 100 milliards d'argent public qui a été mis sur la table, fort heureusement, et grâce à l'Europe d'ailleurs, quasiment à hauteur de la moitié. Mais vous avez des Français qui, pendant cette période-là, ont mis 70 milliards d'épargne de côté, de l'épargne de précaution, de l'épargne qui a pas été dépensé. Donc si on est capable de leur redonner confiance, parce qu'ils voient des investissements de terrain qui sont faits, vous pouvez passer de 100 à 170 milliards. Il faut un coup de booster, c'est ça? Oui, bien sûr. Il faut donner un grand coup d'accélérateur sur le plan de relance, parce qu'il faut qu'on retrouve une perspective, il faut qu'on retrouve un optimisme pour se dire que non seulement on est en train de lutter sur la crête sanitaire, mais qu'on est aussi sur la crête sociale pour que demain, il n'y ait pas un emploi perdu à cause de cette abominable crise qu'on vient de traverser. Rapidement, 2-3 questions encore, Patrick Mignola. Vous êtes vice-président du MoDem, proche de François Bayrou, auteur d'une proposition de loi visant à instaurer une dose de proportionnelle aux prochaines élections législatives. La majorité semble fermer la porte. Vous y croyez encore, vous? Bien sûr, c'est un combat qu'il faut mener. Évidemment, on a tous la tête ailleurs avec la crise sanitaire, et voilà, je passe plus de temps à réfléchir à l'économie de la montagne qu'au mode de scrutin. Pour autant, la vie ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, quand vous prenez des décisions à l'Assemblée nationale qui sont parfois restrictives de liberté, qui sont exorbitantes du droit commun, vous vous dites il vaudrait mieux que cette Assemblée nationale soit plus représentative du pays pour que les mesures soient acceptées. Et François Bayrou a réalisé quelque chose d'assez inédit, d'assez extraordinaire, c'est de remettre enfin cette question de la représentativité des sensibilités politiques à l'Assemblée nationale sur le devant de la scène. De la majorité globale, on ne l'entend pas de cette oreille quand même. C'est modifier le mode de scrutin pour
mieux ressembler aux Français. C'est pas un sujet MoDem, c'est même pas un sujet majorité. C'est le sujet de toutes les forces politiques de la vie politique française. Donc vous allez vous battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin du quinquennat. Vous avez de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les écologistes, des femmes et des hommes qui disent, bah oui, nous on est responsables politiques et on souhaite désormais être mieux représentés. Et imaginez pour la majorité. Nous serions la première majorité à accepter de s'amputer d'une partie d'elle-même pour mieux représenter les sensibilités politiques françaises. Je pense que ce sera un pas très important. Mais tout se décide dans les 10 jours qui viennent. Moi, j'ai déposé une proposition de loi, mais c'est pas la mienne. Moi, je ne fais pas des œufs d'or à l'Assemblée nationale. Ça doit être un débat auquel tout le monde participe, où on définit les conditions. Moi, ma préférence, comme François Bayrou, c'est d'aller vers la proportionnelle la plus large possible, la proportionnelle intégrale si c'est possible. Mais il faut que ce soit le débat parlementaire, et ce sera son honneur, que de définir ce qu'est la bonne dose de proportionnelle. Dans les 10 jours qui viennent. Un mot aussi sur l'instruction à domicile, un sujet chaud à l'Assemblée en ce moment, dans le cadre de la loi contre le séparatisme. Problème, ça remet en cause aussi les cours à domicile pour des enfants en rupture ou pour répondre à des choix de famille. Est-ce qu'il y a une possibilité de trouver un compromis ? Je le crois et je l'espère, parce qu'il faut dire une chose simple. Cette loi, elle n'est pas faite contre les religions, elle est faite contre les fanatismes. Et donc il y a un certain nombre de gens qui peuvent éduquer leur enfant en famille par choix personnel, parce que leur enfant peut avoir une difficulté de santé, il peut y avoir du harcèlement scolaire, qui est un des grands tabous de notre société, et c'est pas fait pour les embêter eux. C'est fait pour, quand on a des familles qui ont versé dans le fanatisme ou dans le sectarisme et qui veulent soustraire leur enfant à l'instruction, là, effectivement, leur dire que la République ne l'accepte pas, que tous les enfants de France doivent être instruits de la même façon. Et donc, il faut trouver cette ligne particulière où il y a des critères d'autorisation qui permettent à ceux qui en font. Oui, mais alors l'autorisation, on dit que ça va être trop long, l'autorisation, et c'est là où ça bug. Avant, c'était une simple déclaration. Il faudrait plutôt des contrôles, quoi. Vous avez raison, c'est exactement le travail d'aujourd'hui. Vous savez, on a deux députés qui connaissent bien les sujets scolaires, Isabelle Florennes, Géraldine Bagné, à l'Assemblée nationale, qui ont déposé des amendements pour qu'il y ait des critères qui prennent en compte toutes les situations particulières. Et aujourd'hui, le travail avec Jean-Michel Blanquer, ça va être de définir comment on fait pour ceux qui étaient déjà en instruction en famille, pour veiller à ce qu'eux, on les embête pas, puisqu'ils ont déjà fait l'objet de contrôle. Qui ferait mieux qu'Emmanuel Macron dans la gestion de la crise ? A priori, pas beaucoup de monde, mais selon notre sondage ce matin, IFOP Fiducial, c'est Édouard Philippe qui arrive en tête. Pour la première fois, son nom a été proposé devant Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que l'ancien Premier ministre manque aujourd'hui dans la vie politique ? Les Français le disent assez bien, personne ne ferait mieux qu'Emmanuel Macron, et puis humblement, les uns les autres, de toute façon, on est tous à tâtonner humblement et essayer d'être le plus efficace possible. Mais c'est pas étonnant qu'il réponde Édouard Philippe. Moi, j'ai vécu le premier confinement avec Édouard Philippe, Premier ministre, et au jour le jour, on avait vu que Macron, Philippe, Richard Ferrand, toutes celles et ceux à l'Assemblée, on était une quinzaine à l'Assemblée à siéger au printemps dernier. Et on était 15 pour représenter l'ensemble de l'Assemblée nationale. On a essayé de travailler. Donc c'est pas étonnant que les Français répondent aussi Édouard Philippe, parce que ils l'ont vu à l'œuvre. Édouard revient, alors, non ? Vous savez, Édouard Philippe fait toujours partie de cette majorité. Moi, je l'apprécie beaucoup, et je vois bien que les uns et les autres, on essaye d'opposer, de créer des divisions. Le temps est vraiment pas à ça. Il faut qu'on bosse. Allez, Patrick Mignola, dernière question avec Cécile de Ménibus. Oui, Emmanuel Macron sera à Nantes aujourd'hui. On va certainement parler égalité des chances. Est-ce qu'il faut de nouvelles aides sociales ? Qu'est-ce que vous proposez ? Vers quoi il faut tendre, justement, selon vous ? En fait, on a apporté beaucoup d'aides. On a apporté beaucoup de mesures de soutien. Il faut surtout donner des chances supplémentaires à la génération de jeunes de 2020-2021 qui est en train de rentrer sur le marché du travail et qui forcément se heurte à un mur, qui est le mur de la défiance. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ont du mal à créer des emplois parce qu'ils ont peur de l'avenir. Et de la discrimination. Et donc, il faut... et c'était une des exigences que le groupe que je préside à l'Assemblée avait posées. Quand on fait une loi sur la sécurité, quand on fait une loi sur le séparatisme, qu'on est donc dans le régalien, qu'on est un peu rude et que l'État veut faire respecter son droit, on a raison. Mais il faut aussi que l'État tienne sa promesse républicaine et qu'on donne des chances supplémentaires aux jeunes. Et quand on dit aujourd'hui, même si vous venez d'un quartier, que vous n'avez pas le bon nom, que vous êtes né quelque part et pas au bon endroit, que vous n'avez pas le bon accent, que vous ne faites pas les bonnes liaisons,
eh ben, on vous ouvre un peu plus les voies d'excellence qui peuvent être celles des études, la voie de la fonction publique, et puis aussi, je crois... Oui, mais tout le monde dit ça et il ne se passe rien, en fait. Mieux, eh ben, cet après-midi, vous le verrez, vous avez commencé à le voir d'ailleurs dans la presse. C'est le côté gauche d'Emmanuel Macron qui revient. Ouais. Quoi. Vous savez, c'est surtout la promesse qui avait été faite par Emmanuel Macron en 2017, c'était de remettre ce pays en mouvement, c'était de retrouver une activité économique. Mais c'était que ça puisse bénéficier au plus grand nombre, parce qu'un certain nombre de gens, de jeunes en particulier, de jeunes des quartiers, de jeunes de la ruralité, se sentent à l'extérieur de ça. Est-ce que le modèle, c'est la bonne conscience finalement d'Emmanuel Macron ? Non, je ne crois pas. On essaye d'être très concrètement force de proposition. Qu'est-ce qu'on a proposé, nous, dans le plan égalité des chances ? On a dit, vous savez, il y avait une idée qui avait été défendue par François Bayrou dans la présidentielle de 2007, qui était qu'on pouvait créer 2 emplois sans charge dans chaque entreprise, quelle que soit sa taille. Et bien, si on se disait, dans l'année qui vient, que tous les jeunes dont c'est le premier CDI, peuvent bénéficier d'un emploi sans charge dans les entreprises, vous provoquez un choc psychologique dans les entreprises et vous donnez une chance, là, concrète. Pas des mots. Ça, c'est une proposition très concrète. Voilà. Merci Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée, d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Et on se retrouve dans un instant pour le journal de 8h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons